On a discuté et en fait, moi, très vite, j'ai été complètement captivé par ce que tu me racontais sur ce que vous faites ici en Suisse. Je trouve que c'est exceptionnel. C'est unique au monde, ce que vous faites aujourd'hui. Et je trouve que c'est relativement méconnu encore. Donc je me suis dit, bah, ça serait vraiment chouette de pouvoir en parler pour que ce que vous faites soit plus connu, et que ça puisse du coup ouvrir la connaissance des personnes, ouvrir la conscience. Nous, dans notre service, on utilise LSD et la psilocybine toute la journée. La personne reste sur place toute la journée dans l'exposition de la substance. Et fin de la journée est réévaluée encore en bilan médical avant de sortir. Oui, 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 je l'ai suivi. Notre suivi était 1 année et demie, vers 2 ans. Ah oui. Oui. Et donc au bout de 2 ans, Il n'y a plus rien. plus rien. Il est épanoui, il va très bien. Ça, c'est extraordinaire. Dans nos critères FSP, on prend de la dépression, le trouble anxieux. De trouble anxieux, il passe la agoraphobie, agoraphobie, anxiété généralisée, stress post-traumatique, le trouble obsessif-compulsif. Ça fait partie de psychiatrie. On prend les troubles addictifs comme addiction à l'alcool, addiction à la cocaïne, toutes les addictions. C'est vrai qu'on touche à un sujet sensible, un sujet tabou, un sujet qui peut faire beaucoup de bien, en fait, qui peut améliorer la vie de personnes en souffrance dans des proportions qui sont assez folles. Donc c'est super, c'est magnifique de pouvoir en parler, de pouvoir éveiller la connaissance des personnes sur le sujet. Ce contenu a un objectif purement informatif et éducatif. Il ne constitue en aucun cas une incitation à la consommation de substances illégales, ni un conseil médical. Si vous souffrez de troubles psychologiques ou médicaux, veuillez consulter un professionnel de santé qualifié. Certaines substances évoquées sont légales dans certains pays et illégales dans d'autres. Il est de la responsabilité de chacun de se conformer à la législation en vigueur dans le pays de consommation et de mener ses expériences dans un cadre sécurisé. Bonjour Léonis. Bonjour. Voilà, écoute, je suis Bonjour, Anis. ravi de t'accueillir à Genève. On est à Genève, je suis venu te voir, puisque c'est là que tu travailles et que tu vas nous raconter un petit peu ce que tu fais. Donc merci d'avoir accepté l'invitation. Pour préciser, en fait, on s'est rencontrés il y a quelques mois aux États-Unis, à la conférence mondiale sur les psychédéliques, où tu étais venu faire une présentation. Oui. Et on a discuté, et en fait, moi, très vite, j'ai été complètement captivé par ce que tu me racontais sur ce que vous faites ici en Suisse. Je te l'avais dit d'ailleurs à l'époque, je trouve que c'est exceptionnel. C'est unique au monde, ce que vous faites aujourd'hui. Et je trouve que c'est relativement méconnu encore. Donc je me suis dit, bah, ça serait vraiment chouette de pouvoir en parler dans le podcast pour que ce que vous faites soit plus connu, et que ça puisse du coup ouvrir la connaissance des personnes, ouvrir la conscience. Voilà, ça c'est un petit peu le cadre. Donc, ce que je voulais te proposer pour commencer, c'est pour qu'on ouvre un petit peu nos cœurs, qu'on entre dans une conversation qui soit peut-être un peu moins formelle et un peu plus spontanée, qu'on échange une vulnérabilité, c'est-à-dire quelque chose qu'on vit en ce moment, que tu vis en ce moment, que tu dirais pas forcément à tout le monde, euh, mais quelque chose d'important, quelque chose peut-être un peu challenging. Et voilà, et on partage, c'est-à-dire que moi je vais t'en proposer aussi une vulnérabilité du moment. Donc, je peux te donner un exemple avec la vulnérabilité qui va me venir. Donc, j'essaie de ne pas y réfléchir avant pour que ce soit spontané. Euh, alors, je pourrais parler de la gestion de l'énergie pour moi, qui est un peu challenging peut-être en ce moment, qui, quand j'étais plus jeune, l'était moins. Mais quand on est jeune, on a beaucoup d'énergie. Et c'est vrai quand le corps en fait est prêt à donner plein de choses. D'ailleurs, on le maltraite beaucoup. Hein, quand on est jeune, on fait pas attention. Et en fait, avec l'âge, je pense que le corps devient un peu moins tolérant. Et donc, il faut apprendre à le connaître. Et c'est quelque chose que j'avais pas fait. Donc là, aujourd'hui, je suis vraiment dans une démarche d'essayer d'écouter le corps, d'écouter les signaux qu'il m'envoie, et en particulier pour la gestion de l'énergie. Et en ce moment, j'ai remarqué que j'ai beaucoup d'activités qui me prennent de l'énergie, en fait. Par exemple, ce qu'on fait en ce moment, ça me donne de l'énergie, alors que pourtant, c'est un investissement
en énergie calorique, on va dire, hein, en énergie intellectuelle, en énergie physique. Il y a de la tension. Mais paradoxalement, ça me donne de l'énergie. Et aujourd'hui, il y a plein d'activités, peut-être plus statiques. Ça peut être juste être devant l'ordinateur, faire des choses, travaux administratifs, qui me prennent de l'énergie. Et donc, je suis vraiment dans cette conscience-là en ce moment pour essayer de rééquilibrer tout ça, pour essayer d'aller dans les directions où je vais aller sur des activités qui me donnent de l'énergie et m'écarter des activités qui me prennent de l'énergie. Mais c'est pas évident parce que on ne fait pas forcément ce qu'on veut, hein, comme dit la chanson. Quelquefois, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je fais mon possible. Voilà. Donc c'est pour ça que ça peut être un petit peu challenging. Merci Arnaud. Euh, c'est vrai qu'on s'est connus à Denver, où j'ai présenté mon travail sur l'exposition. C'était en cas d'acrophobie, la peur d'auteur, qu'on a traité ici à Genève avec la combinaison de plusieurs thérapies qu'on utilise pour traiter les patients avec troubles anxieux, ce cas la phobie spécifique. Donc, on a quand même peu innové de mettre un patient sur les effets de psychédéliques en réalité virtuelle. Donc, on a dépassé l'exposition, pas seulement physique, pas utilisant la technologie comme la réalité virtuelle. On a aussi fait sous effet de LSD. Donc, on a eu un très bon résultat, même si on ne peut pas le généraliser parce que c'est un seul cas. Par contre, on peut montrer que probablement c'est faisable, c'est possible. C'était ça D'accord. que j'ai allé présenter. On était content de voir le résultat. La personne aujourd'hui a repris sa vie dans sa globalité. Donc, non simplement le côté addictologique était traité, la dépression était traitée, de façon de toutes ses comorbidités, ainsi que son acrophobie également. Donc, on est content. Je suis particulièrement contente de ce résultat. Tu as partagé ta vulnérabilité. C'est vrai que là, pour moi, en ce moment, c'est difficile le sommeil. Je me réveille très, très, très tôt, vers 2 heures, 3 heures. C'est pas jouable. Voilà. Pour le travail, pour pouvoir être bien. En même temps, j'ai un côté que je ne ressens pas la fatigue. Donc, je peux continuer à travailler. En même temps, je sais que c'est pas bien non plus. On a besoin de reposer. Et là, c'est pas évident parce que je pense que je traverse une période avec plein d'idées en tête, plein de choses et comment je peux gérer tout ça et pouvoir arriver la nuit et dormir. Ouais. Ça, en ce moment, c'est pas évident. Mais j'y travaille pour ça. Donc, j'essaye et je fais. L'auto-hypnose, ça m'aide. Je suis en train de travailler ça. D'accord. Écoute, merci pour ce partage. Alors, est-ce que tu peux maintenant te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, parler peut-être du chemin en fait, hein, qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, chemin personnel et professionnel, nous donner voilà, quelques insights sur qui tu es et pourquoi tu es devenu ce que tu es en fait. Puis après, on parlera vraiment de ce que tu fais aujourd'hui à Genève. Je m'appelle Léonie Furtado. Je suis médecin, je suis psychiatre. Avant d'être psychiatre, j'ai fait ma première spécialité à Coimbra comme médecin généraliste et de famille. Médecine générale et de famille. J'ai exercé en tant que tel entre Coimbra et Lisbonne. C'est une spécialité que je tiens à cœur, que j'aime bien. Donc, cette vision globale de la personne dans tout son chemin de vie, tout son parcours de vie, de bébé âgé, de le ventre de la mère à personne âgée, mourant. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien. Par contre, j'ai toujours eu l'envie de faire la psychiatrie. Toujours été le cas.
La décision de changer était plus difficile de prendre. Prendre la psychiatrie, faire de la psychiatrie et de la psychothérapie. C'est pas que simplement la psychiatrie. J'ai toujours, j'étais toujours et jusqu'à aujourd'hui passionnée pour le cerveau, pour la neuroscience, pour l'hypnose, pour la psychiatrie. Et finalement, le seul endroit que j'avais cette possibilité de croiser le deux, de faire le deux, c'est la Suisse. Donc, c'est qui m'a motivée à changer et venir en Suisse pour faire la psychiatrie et la psychothérapie. Et j'ai fait déménager toute ma famille, mon mari et mon fils, pour venir ici. C'était pas facile, c'était pas une décision facile. Ça m'a pris quand même 18 ans à prendre. Donc, 18 ans, j'ai travaillé en tant que généraliste et médecin de famille. Parce que chaque fois que je voulais sortir, voulais quitter Lisbonne, était quand même difficile. Mes amis, mes patients, mes collègues, tout ça a compté pour me retenir. Donc, nouvelle langue, tout ça, c'est pas facile. Et finalement, je suis contente d'avoir pris cette décision. Et je suis arrivée en Suisse et j'ai fait la psychiatrie. Les psychédéliques, j'ai rencontré pendant mon parcours, toujours dans cette recherche, qu'est-ce qui se passe au-delà, qu'est-ce qu'il y a dans notre, pourquoi le trauma, pourquoi on réagit comme ça, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à faire, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qui n'arrive pas à sortir. En fait, c'est ça qui m'a motivée d'abord à faire l'hypnose pendant que je faisais mon spécialité en 2017. J'ai commencé en 2016 la psychiatrie et psychothérapie. Et j'ai fait l'hypnose en 2019. Malgré ça, il y avait des choses quand même qu'on n'arrivait pas à mobiliser dans l'hypnose. Donc, j'ai commencé à chercher à niveau de neurosciences et là, j'ai pris contact avec psychédélique. Donc, j'ai quand même fait ma recherche de comprendre qu'est-ce que c'était et j'ai connu mon collègue qui travaillait en psychédélique. On était collègues de spécialité. Et ben, quand il m'a dit, j'ai discuté avec lui, je dis, eh, c'est exactement ça que je veux faire. Et voilà, c'est comme ça, en 2000, Mhm. en 2000 quand il a commencé à faire HUG et puis au Zoug, au service d'addictologie. Donc, je me suis dit, ah ben, tiens, c'est ça. Donc, j'ai commencé à discuter avec lui. Et finalement, en 2022, j'ai eu la possibilité de changer, de passer à addictologie et faire le traitement psychédélique. Je suis ravie de le faire. Et je suis très contente. C'est laborieux, c'est challenging, c'est défiant entre nous, entre le patient, entre tout ce qu'on entend, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse avec nos patients. C'est défi. Par contre, le résultat, c'est aussi réconfortant. Mhm. D'accord. Et alors pourquoi la Suisse d'ailleurs? Tu dis finalement le seul endroit où je pouvais concilier psychothérapie et psychiatrie, c'était la Suisse. Pourquoi? Parce que ça fait partie d'une seule spécialité. Par exemple, au Portugal, on fait la psychiatrie et pour faire la psychothérapie, on doit faire encore la psychothérapie. Donc, c'est question le temps de se former en tant que psychiatre et psychothérapeute. D'accord. Ici, ça fait partie dès le départ, dès notre première année. Donc, on fait tous les 6 ans, 5 ans de psychiatrie, plus une année de médecine interne. Donc, l'année somatique, on fait la psychothérapie, D'accord. que ce soit travail personnel, que ce soit la supervision individuelle, groupale. Donc, on est complètement dedans dans la psychothérapie. D'accord. Ok. Ok, oui, donc c'est vraiment quelque chose, un moteur très fort, parce que le fait d'avoir tout quitté et pour s'installer dans un pays spécifiquement pour pouvoir avancer dans cette direction, ça montre un drive personnel assez important. Et alors, est-ce que dans tout ce parcours, il y a eu un moment, et puis après on va parler vraiment concrètement de ce que vous faites ici à Genève, est-ce qu'il y a eu un moment, un point de bascule dans ta vie, c'est-à-dire un moment où tu pourrais dire que ça a été un des moments les plus importants de ta vie, et il y a un avant, et puis il y a un après. Difficile de répondre à cette question parce qu'il y a eu plusieurs. Il y a eu le fait d'être maman.
Ça, c'était un énorme point de bascule parce que j'étais habituée à toute seule à travailler. Le travail était qu'au premier plan. Toute ma vie était orientée dans ce sens-là. Premier événement, c'était voilà, le fait d'être mère, c'est le plus important. Deuxièmement, cette décision de changer, ça a été un pas géant. Hmm. Parce que c'était professionnel, d'abord la famille, et puis deuxième profession. En tant que personne, ça a beaucoup basculé parce que j'ai tout recommencé. Quand je suis arrivée en Suisse à 46 ans, je n'étais pas le jeune interne qui commence à 20 et quelques. Donc, on a fini l'université et puis on commence une spécialité. Ce n'était plus la même chose. La personne seule qui a commencé son spécialité, là maintenant, elle est mariée, elle a un enfant, donc elle doit tout gérer, prendre une nouvelle langue. C'était, c'était pas facile puisque dans le service, parler français, étudier français euh, et être dans un pays francophone et entendre tous les collègues parler en même temps et pouvoir, mais qu'est-ce que l'autre dit, mais qu'est-ce qu'il y a des blagues et des choses comme ça qu'on ne comprend pas. Il y a des collègues qui parlent assez très, très, très rapide, qu'on ne comprend pas, les mots ils passent très rapide. Et les erreurs qu'on fait, donc, Oui. c'était pas. Ouais. Ça a apporté d'anxiété. Ça m'a apporté de la personne qui était assez confiante, toujours. Je ne savais même pas que j'avais voilà, cette fragilité d'arriver et ne plus avoir cette confiance que j'avais. Donc, en tant que portugais, c'est ma langue maternelle, donc il n'y avait pas de problème. Et tout d'un coup, oh mon Dieu, qu'est-ce que je dis? Oh mon Dieu, c'est bien dit. Et quand quelqu'un me dit, quoi? Je dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Donc voilà, il y a eu ça. Ça quand même a touché, ça a touché ma confiance, ça a généré de l'anxiété. Hmm. Tu parlais pas français en fait avant de venir en Suisse? Ouais. Non, je pouvais parler français, pas dans la même... comme par exemple, on finit par... Tout le monde, beaucoup de gens, on parle anglais, mais c'est pas la même chose qu'aller en Angleterre travailler. Hmm. Donc voilà, bonjour, ça va, voilà, tout D'accord. contexte, mais pas écrire, puisqu'à l'école, je n'ai jamais appris à écrire français. Moi, j'ai appris Oui. anglais à l'école, donc c'était première fois, je ne savais pas écrire, je pouvais lire. L'avantage qu'on a au Portugal, on a très peu de livres, littérature portugaise à un niveau médical, hein, donc c'est aujourd'hui bien sûr, mais quand j'ai fait l'université, c'était anglais au français. Donc je pouvais lire et comprendre, c'est pas la même chose. D'accord. Donc j'ai appris pour venir travailler en Suisse. Et donc à 46 ans. Oui. Très bien. Bah, écoute, alors sur l'activité donc à Genève, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais aujourd'hui? Donc qu'est-ce que c'est que la thérapie assistée par psychédélique? Et puis après, on reviendra peut-être sur l'exemple que tu citais tout à l'heure et sur peut-être d'autres exemples pour vraiment illustrer en fait qu'est-ce que ça peut apporter. Mais déjà, peut-être m'expliquer voilà, qu'est-ce que c'est que la thérapie assistée par psychédélique telle que vous la pratiquez aujourd'hui. On peut commencer par ça. Je reprends le sens strict des mots. Psychothérapie assistée par psychédélique. Les psychédéliques nous assistent dans la psychothérapie. Ce n'est pas un traitement, ce n'est pas un médicament que je prends comme paracétamol parce que j'ai mal de tête, je le prends, la maux de tête disparaît. Donc ça diminue. Le traitement, la psychothérapie assistée par psychédélique, le psychédélique va nous aider à relancer. C'est comme, je dirais, un relancement, je dirais, un catalyseur pour relancer ce qui était stagné, ce qui était arrêté. Donc, c'est ça. Moi, je pense que, et c'est que je vois aussi en clinique, prendre des psychédéliques
et attendre que tout change, qu'on aura cette neuroplasticité et que ça va changer, ça se passe pas comme ça. Donc, on le prend. Je parle des patients qui viennent nous voir avec une maladie psychiatrique ou une autre maladie somatique comme la douleur. La psychothérapie est nécessaire. Donc, on sera confronté avec notre réalité interne. Par contre, nous avons besoin de changements de comportement pour qu'on voit le résultat effectif. C'est ça, le traitement psychédélique. Donc, Ok. c'est ça, la psychothérapie assistée par psychédélique. D'accord. Et concrètement, comment ça fonctionne en termes d'étapes? C'est-à-dire, est-ce que on démarre par de la thérapie, dans la psychothérapie, ensuite on a une séance, on refait de la psychothérapie, combien de séances au total? Enfin, comment ça se structure une psychothérapie assistée par psychédélique? De notre côté, il y a toute une procédure, il y a une demande déjà, un diagnostic d'une maladie psychiatrique qui a montré la résistance médicamenteuse et psychothérapeutique. Donc, ça veut dire que la personne doit être déjà dans son suivi psychothérapeutique avec un travail psychothérapeutique qui n'a pas abouti, que c'est stagné. La personne a pris, je parle de la dépression par exemple, pris ses antidépresseurs dans la règle d'art avec la dose conséquente pour la pathologie, pour la dépression, le temps nécessaire pour traiter la dépression. Il n'a pas eu le résultat. Il y a un changement pour un autre médicament, d'une autre classe de médicaments, dans la même continuité, dose correcte, temps de traitement correct, sans effet, et toutes les stratégies psychothérapeutiques adaptées, sans effet. Donc, il reste, je donne un exemple, quand quelqu'un vient nous voir, on regarde toujours quels sont les symptômes initiaux qui ont amené la consultation et le suivi psychothérapeutique et le traitement psychiatrique. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que ce traitement, ce suivi ont apporté? Et qu'est-ce qui reste? Malgré tout le traitement, qu'est-ce qui reste? Et qui fait que la vie ne va pas comme la personne souhaite et la personne ne fonctionne pas comme il le souhaite. Et donc, c'est ça, les symptômes. Parce qu'on va mesurer aussi, avec le traitement psychédélique, on a débloqué. Donc, il y a un passage. Il y a des choses maintenant qui sont revenues, qui sont apparues et peuvent être traitées en psychothérapie. Et donc, quand on reçoit une demande de traitement de psychothérapie assistée par psychédélique, dorénavant, je dirais peut-être PAP, psychothérapie assistée par psychédélique, quand on reçoit la demande, on évalue la personne, évaluée par l'équipe qui le reçoit, infirmier ou infirmière, et on discute dans notre colloque et la personne on regarde tous les critères que l'Office fédéral de santé publique, ou FSP, c'est les règles de FSP, c'est eux qui décident de donner l'autorisation oui ou non. Donc, une fois qu'on a évalué, la personne remplit tous les critères, j'ai nommé entre la pathologie, le diagnostic, le traitement correct, la psychothérapie, donc on évalue la personne à un entretien médico-infirmier. De cet entretien, on décide, parfois oui, parfois non. Donc, s'il manque quelque chose, on décide pour faire le traitement. On demande une autorisation. Une fois reçu l'autorisation, là, ça commence le protocole de traitement. On choisit la substance avec la personne. On décide de faire le traitement. Donc, on fixe les dates de traitement. Il y a un bilan sanguin et électrocardiogramme avant de commencer le traitement pour qu'on s'assure que tout va bien. Le jour, on fait une préparation avec la personne sur ses objectifs qu'on avait déjà discutés préalablement. Là, on a plus action sur les objectifs de la personne, qu'est-ce qu'il veut traiter, qu'est-ce qui se passe, et on fait la séance. Le jour de traitement, la personne est évaluée, il y a un bilan d'entrée médical, médico-infirmier, et puis il prend la substance, il reste sur place. Nous, dans notre service, on utilise LSD et la psilocybine.
toute la journée. La personne reste sur place toute la journée dans l'exposition de la substance. Et fin de la journée est réévaluée encore en bilan médical avant de sortir. Donc, je sors accompagné de notre service. Le lendemain, on le revoit. C'est que nous, on appelle science d'intégration. On discute qu'est-ce qui s'est passé durant le traitement, qu'est-ce que la personne a vécu. Donc, il y a ce partage. Et durant ce partage, il y a beaucoup de pistes psychothérapeutiques. C'est là que, avec la personne, on trace quelles sont les pistes, qu'est-ce qui est apparu, qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qui a changé, quelle est la perception de ce qu'elle a vécu qui peut changer, qui peut modifier. Et c'est ça qui va travailler en psychothérapie. Donc, c'est ça qui va relancer. Et ce travail, on va le réévaluer à un mois de distance, qu'on appelle l'amplification. C'est un bilan de voir. Avant le traitement, il y avait des objectifs. Durant le traitement, c'est apparu sur plusieurs formes. C'est la perception, la vision, la réflexion. Et cette réflexion, on a discuté le lendemain, on a pu mettre des mots, on a pu mettre des pistes psychothérapeutiques. La personne est motivée avec son thérapeute, ou nos patients, ou de nos collègues qui nous adressent, les patients, de travailler avec leur psychothérapeute. Et en mois, on fait ce bilan. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que la psychothérapie assistée par psychédélique a permis de changer? Ce qui est apparu le jour d'intégration était mis en place. Qu'est-ce qui a changé? Et qu'est-ce qui reste? Malgré ce changement, qu'est-ce qui reste? Et c'est ce qui reste qu'on va aussi encore travailler dans les objectifs pour une deuxième séance. Et on refait la même chose, l'intégration le lendemain, la prise de substance, l'intégration le lendemain et la réévaluation à mois de distance. Et donc, si vous partez en départ avec la dépression, il y a la difficulté de se mobiliser, qu'est-ce que vous avez mobilisé post-séance? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? Il y a une anxiété qui est apparue. Par exemple, après vous avez mobilisé des choses, deuxième séance, il y a une anxiété qui est là toujours. Donc, OK, là maintenant vous sortez, vous êtes moins triste, vous arrivez à sortir. Cependant, il y a une anxiété. Donc, deuxième séance, on va travailler ça, on va traiter ça. Et vous revenez un mois après, ah non, là je me sens calme. Là, je me sens bien, je ne suis plus triste. J'arrive à fonctionner, j'arrive à travailler, je suis épanouie. On ne va pas faire la troisième séance. Donc, successivement, c'est comme ça. Généralement, on fait 2-3 séances dans l'année. D'accord. Et la partie psychothérapie est faite par le psychothérapeute de la personne d'avant ou c'est vos services qui s'en chargent? C'est le psychothérapeute. Le psychothérapeute qui était là avant, en fait. Oui, hein. qui était là avant. Donc vous, en fait, vous intervenez au niveau de la gestion de l'expérience et l'encadrement, c'est-à-dire préparation, intégration, suivi. Oui. En fait, suivi de l'évolution des choses. D'accord. Généralement, on invite toujours nos collègues qui soient là le jour d'intégration, le jour après le traitement. Ça fait tout le sens pour nous. Premièrement, il va entendre son patient, sa patiente, décrire le vécu de son voyage, décrire qu'est-ce qui s'est passé. Donc, et travailler déjà dès ce premier jour, quelles sont les pistes. Donc, qu'est-ce qu'on va travailler? Tu m'avais dit qu'on allait passer l'exemple de personne que j'ai présenté dans la conférence. Ça, c'est un patient que j'ai suivi moi-même. On a fini le suivi. Il y avait la consommation de l'alcool. Ce n'était pas notre premier objectif thérapeutique. Hein. L'objectif, c'était son acrophobie, la peur de... Peur de la foule. De hauteur. C'est acrophobie. Acrophobie, pas agoraphobie. Non, acrophobie, d'accord. C'était ça notre objectif, traiter la dépression, l'acrophobie. D'accord. Après le traitement, il n'y avait plus envie de consommer de l'alcool. Donc, ça nous a ouvert la porte de travailler ça. Et donc, acrophobie, s'il y a moins de symptômes dépressifs, ça nous a permis de
d'abord de travailler sur l'addiction, au service d'addictologie, travailler cette problématique. Et ensuite, on a travaillé la dépression, on a travaillé l'acrophobie. Dans une deuxième séance, Dans une troisième, on troisième a séance. continué à travailler pas à pas vers ça. Donc, on a pu travailler des objectifs jusqu'à arriver à la fin. On a traité l'acrophobie. Donc, on a pu faire l'exposition. Alors, est-ce que tu peux me donner plus de détails sur ça? Parce que tu m'en avais parlé et je trouvais l'expérience vraiment incroyable. Surtout, enfin, ce qui m'a paru incroyable, c'est la créativité, en fait, que vous avez, que vous pouvez exprimer finalement dans vos protocoles. Est-ce que tu peux nous raconter ça, ce que vous avez utilisé comme outil par rapport à cette acrophobie, justement? On a, dans le traitement TCC, thérapie cognitivo-comportementale, il y a l'exposition. Quand il y a une phobie, on fait des expositions. Exposition, on va mettre la personne face à ses difficultés, face à ces problématiques. Dans un premier temps, c'est une exposition mentale, donc on fait toute une évaluation pour comprendre et c'est le moment de pouvoir mentalement, on va essayer regarder si on peut en parler, imaginer comment ça se passe si vous montez, qu'est-ce que vous ressentez. Cas grave comme ça, tout de suite il y a des symptômes physiques. Palpitations, sudation, mal au ventre, donc c'est qu'il lui il avait. Et Donc ça, c'est mental, ça veut dire que vous mental, dites à la personne, essayez de vous représenter dans la situation oui, qui provoque l'acrophobie. Donc vous êtes, oui, imaginez que vous êtes à en la montagne. hauteur, à la montagne ou Oui. sur un pont. Simple fait de ça déclenche tout de suite D'accord. les symptômes physiques. Donc, on va commencer tout de suite, déjà à travailler sur le comportement et les pensées pour réduire ça. Ok, la respiration, comme on revient ici et maintenant, on va utiliser les techniques. Respiration, l'ancrage pour la personne, qu'est-ce qu'il peut visualiser pour sortir de cet état. Donc, toute méditation, mouvement de corps. Donc, on l'apprend, on désensibilise petit à petit. Vous utilisez les outils de PNL, de programmation neurolinguistique sur la dissociation ou pas? Parce que ça, c'est quelque chose. Personnellement, moi, comme je suis formée en PNL et l'hypnose, sont tous des outils que je mets en Ouais, place pour ouais. mes patients. Donc, je profite ces compétences pour pouvoir aussi faire aller-retour et prendre plus d'outils. Donc, ce sont plus d'outils que j'ai pour mettre en place. Ouais. D'accord, J'utilise la PNL et j'utilise l'hypnose aussi. d'accord. Euh, mais je parle, par exemple, d'un collègue qui est que TCC, par exemple, qui fait thérapie cognitivo-comportementale. Ça, c'est voilà. Après, moi, j'ajouterai des autres outils. C'est ce que j'ai fait avec le patient. Après ça, on peut faire la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, on simule dans un encadrement sécurisé. Euh, on peut exposer la personne. Donc, tout de suite, c'est pas la même chose que l'exposer en réalité virtuelle que d'amener à la montagne. Donc, d'abord, on va l'exposer en réalité virtuelle dans un setting assez sécurisé, contrôlé, et aussi ça déclenche des symptômes physiques. Donc, on a pu faire d'abord une première exposition que à réalité virtuelle pour voir s'il y a de nausées, de mal-être, voilà, s'adapter à manipuler les lunettes, tout ça. Et c'est bien passé. Et ça, c'est donc concrètement pour la personne qui a l'acrophobie, Oui. ça va être lui montrer une image de vide sous les pieds ou de montagne ou. Sans avancer par ça, ce simple fait de monter dans l'ascenseur, il y a une petite passerelle. Ouais, Déjà, ça déclenche des d'accord, symptômes. Donc, d'accord. on fait progressivement aussi. Une passerelle, petit premier étage, et puis on regarde comment la personne, OK, il y a des symptômes physiques. Maintenant, OK, on va respirer, on va faire un scan corporel. Par exemple, lui, on a utilisé les techniques de scan corporel pour diminuer l'anxiété. On a eu le résultat. Et donc, on a augmenté.
On monte et on a tous décrit comment il se sentait, qu'est-ce qu'il avait comme pensée, qu'est-ce qu'il avait comme symptômes physiques. Une fois qu'on fait le scan corporel, technique de respiration, il y a une diminution de tout ça. L'anxiété au départ de notre expérience était 9 sur 10. Et petit à petit, ça a diminué. On a continué l'exposition mentale maintenant sous effet de LSD. Comment vous imaginez à la montagne, comment c'était un objectif thérapeutique pour lui, comment vous imaginez croiser des ponts. Donc, on a discuté le lendemain, comment il s'est senti, l'anxiété, boule au ventre, la diminution, post-séance LSD. Et donc, on l'a proposé. Maintenant, on va faire la séance exposition en réalité virtuelle sous effet de LSD. D'accord. Donc, il a pris LSD, le moment des descentes, on a fait l'exposition en réalité virtuelle. Donc, déjà, il avait une autre perception. Durant l'exposition sous LSD, il s'est senti en bien-être à un niveau abdominal, ce qu'il n'avait pas, qui était très compliqué. L'anxiété était beaucoup plus basse, et le fin d'expérience, il n'avait plus. C'était plutôt un bien-être général. C'était plutôt, selon ses descriptions, comme un état méditatif. Donc, il se sentait bien. Le lendemain, on a pu discuter. Il y avait mais c'est pas possible, je peux le faire. Je me sens bien. Donc, c'était comme, je n'ai plus envie de boire l'alcool, je n'ai plus besoin. Parce que l'alcool était venu pour surmonter la peur d'auteur. Et donc, non, je n'ai plus besoin. Maintenant, je peux le faire. Donc, on a continué le travail d'exposition mentale et on a parti en exposition physique, sur place. Donc, on a fait l'exposition au Pont-Bouton. On l'a accompagné de thérapeutes. Il a pu traverser, on a traversé la première fois avec lui, parce que chaque exposition, c'est toujours très progressive. On a traversé avec lui, et puis on est resté, moi et mon collègue, chacun d'un côté. Il a pu traverser, et puis on est resté deux de l'autre côté. Et on le laissait toute seule maintenant. Il est toute seule, il peut faire ce qu'il voulait. Et c'était très réconfortant, très agréable de le voir sur le pont. Et il est resté pour apprécier l'environnement, était génial. Ah oui, ça doit être une expérience incroyable. Ouais, Parce que pour lui, c'est peut-être la première fois depuis des années ouais. qu'il peut expérimenter ça sans douleur, C'est beau. Oui, C'est c'était beau. beau. C'est C'était beau. beau de voir. C'était beau de savoir on n'a pas traité une pathologie. On l'a restitué sa vie d'une façon globale. Donc, on a pu travailler ces croyances négatives qu'il avait sur lui-même. Et donc, en évaluation de niveau, donc si on partait d'un niveau de 9 sur une échelle de 1 à 10, après tout ça, il était à combien ? 1. Waouh. Il n'avait plus. On disait, non, maintenant, il fait sa vie normalement. Quand on finit suivi, il fait sa vie normalement, sans problème. Et est-ce que vous avez suivi dans le temps ? C'est-à-dire ça, c'est à l'instant T plus 1, enfin juste après la série d'expériences. Et après, les mois qui ont suivi ? Oui, je l'ai suivi. Notre suivi était 1 année et demie, vers 2 ans. Ah oui. Oui. Et donc, au bout de 2 ans, toujours à 1. Ça, toujours, il n'y a plus rien. Plus rien. Il est épanoui, il va très bien. Donc, je l'ai revu après qu'on a terminé le suivi. Il va très bien. Très bien. C'est assez extraordinaire. Ouais. Et alors, pour quelqu'un qui se dit, c'est super, j'ai envie de faire ça, je souffre de dépression, je souffre... Ah oui, alors déjà, peut-être avant, quelles sont les indications ? Quelles sont les pathologies ou les problèmes, en fait, que vous êtes capable, que vous prenez, en fait, dans les gens que vous décidez de suivre ? Est-ce qu'il y a des choses que vous prenez, des choses que vous prenez pas ?
Dans nos critères de FSP, on prend la dépression, le trouble anxieux. De trouble anxieux, il passe l'agoraphobie, agoraphobie, anxiété généralisée, euh, stress post-traumatique. On prend tout ça, le trouble obsessif-compulsif. Ça, ça fait partie de psychiatrie. On prend les troubles addictifs comme addiction à l'alcool, addiction à la cocaïne, toutes les addictions. Donc, on prend aussi, fait partie de notre suivi. Euh, et également, on évalue aussi, on traite les céphalées graves, on traite aussi de la douleur chronique, le fin de vie, diagnostic létal. On traite ça, on prend ces patients aussi en charge. Et toutes les autres situations somatiques, nos collègues, voilà, on reçoit plein d'évaluations, plein de demandes et puis on évalue. Ça, c'est le gros. Et tout pour tous ces pathologies psychiatriques que j'ai nommées, ils devraient montrer un critère de résistance. Par exemple, où on a un trouble anxieux, on n'a jamais fait le TCC, qui est conseillé. Il n'y a jamais eu d'exposition. On ne peut pas dire on a tout essayé. Donc, il faut avoir tout essayé pour dire qu'il y a une résistance. Vous avez un problème d'addiction, vous n'avez jamais été suivi en addictologie. Donc, il y a quelque chose qui manque. Il faut d'abord aussi pouvoir travailler ça, parce qu'après, on doit continuer dans cette ligne pour travailler ça. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est de recommencer à zéro. Nous, on ne commence pas à zéro, on suit. D'accord. Donc, c'est où c'est arrêté, on va continuer là. Euh, Ce qu'on ne prend pas sont une contre-indication. C'est des troubles psychotiques, comme par exemple schizophrénie, troubles bipolaires, voilà, ça. Donc, les troubles psychotiques sont une contre-indication. Après, le trouble borderline est aussi une contre-indication. Ça ne veut pas dire qu'on n'évalue pas des patients avec ce trouble et comprendre qu'est-ce qui a été travaillé, qu'est-ce qui encore est possible de mobiliser. Voilà. Le reste, dans les lignes de FSP, c'est ça. Les D'accord. critères d'inclusion et d'exclusion. D'accord. Donc quelqu'un qui finalement se dirait bon bah ça a l'air super, j'ai envie de voilà ça me parle, j'aimerais bien pouvoir suivre ce genre de protocole. Quelles sont donc il y a la démarche déjà de se dire il faut que j'ai essayé des choses avant. Je ne vais pas arriver en n'ayant rien essayé. Il faut que j'ai essayé des choses avec mon thérapeute, mon psychothérapeute, mon psychiatre, etc. Pour montrer que c'est résistant. Et après, le protocole, c'est quoi? Est-ce qu'il faut qu'il vous contacte ou est-ce que c'est son thérapeute qui vous contacte? Comment ça se passe au niveau protocole, en fait, pour les personnes qui seraient intéressées? Déjà, qui est éligible aussi? Est-ce qu'il y a des contraintes? Est-ce qu'il faut que ce soit quelqu'un? Je crois qu'il faut être résident en Suisse, par exemple. Oui, ça c'est, oui, il faut être résident en Suisse. La demande peut être de la personne, directement notre service, ou le thérapeute. Si la demande vient de la personne, doit toujours avoir une demande de thérapeute. Ça, c'est, voilà, qu'on demande, le thérapeute doit nous remplir. Il nous remplit un formulaire de demande de traitement. Donc, dans ce formulaire, déjà, il y a une description de la situation clinique, de ce qui a été fait, de ce qui n'est pas, voilà, qu'est-ce qui est les critères des résistances. Donc, ça, déjà, il doit être rempli avant qu'on évalue la demande. Donc, la demande doit arriver avec tout ça. D'accord. Donc, on a déjà une anamnèse dans la demande. Ça nous facilite parce que la personne doit être un suivi psychothérapeutique. Donc, si le thérapeute n'existe pas, il ne peut pas être pris en charge. Donc, il n'y a pas de suivi psychothérapeutique, on ne peut pas prendre en charge. Il n'y a pas une résistance, on n'a jamais fait de médicaments, un antidépresseur, n'a jamais traité son anxiété avec un traitement médicamenteux. On ne peut pas dire qu'il y a une résistance. Donc ça, sont partie des critères, ils viennent déjà avec. Et on rentre en contact avec le thérapeute, souvent, pour pour comprendre, qu'est-ce qui était travaillé, qu'est-ce qui était difficile, qu'est-ce qu'on peut mobiliser, comment on voyait les choses. Donc on travaille en c'est un co-travail.
entre les thérapeutes, entre les soignants et le patient. D'accord. Bon, ouais. Ok. Ok, très bien. Alors après, il y a la question donc des substances que vous utilisez. Donc aujourd'hui, vous êtes agréé pour travailler avec quelles substances? Tu as parlé d'LSD, psilocybine. Est-ce que la MDMA est acceptée aussi? Oui, c'est accepté aussi en Suisse. Cependant, dans mon service, on utilise que LSD, on utilise actuellement LSD et la psilocybine. C'est D'accord, ça qu'on travaille de d'accord. plus. Et est-ce qu'il y a d'autres services qui utilisent la MDMA ou c'est juste pas utilisé Il y a nos aujourd'hui? collègues qui utilisent beaucoup en Il y a- privé. Ah, dans le privé, d'accord, Dans mais le pas à privé l'hôpital. aussi, dans le privé, oui, c'est utilisé la kétamine, MDMA, LSD, la psilocybine. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a mené, vous, à considérer plutôt LSD et psilocybine et pas MDMA, par exemple? On a choisi les psychédéliques. Pour nous, nous sommes un service d'addictologie, donc on a décidé de travailler avec les deux. D'accord. Ok. Et alors après, quel choix entre LSD et pourquoi choisir vis-à-vis d'une personne le LSD plutôt que la psilocybine ou la psilocybine plutôt que le LSD? Comment vous faites votre choix de substance? On discute avec la personne, il y a des préférences, et la clinique aussi compte, hein, puisque l'LSD, c'est une exposition plus longue, compte 10 heures. Hein. On commence le traitement à 9 heures, donc vous êtes dans notre service à 8h30, et ça va aller jusqu'à 18 heures et parfois 19 heures. La psilocybine, c'est 8 heures, donc 6 à 8 heures, c'est terminé. Euh, Parfois, il y a des profils de patients que c'est beaucoup plus difficile de retenir, rester sur place tout ce nombre d'heures. Et donc, on décide aussi Hmm, par rapport à ça. d'accord. Les faits sont similaires, un niveau de résultat. Le temps d'exposition, est différent. Hmm, d'accord. Et l'expérience elle-même, avec le psychédélique, comment vous la menez concrètement en termes d'organisation, de lieu, d'accompagnement? Durant le traitement, donc tout ce parcours, il y a un infirmier ou une infirmière attribuée au programme dès le départ qui évalue la personne. Et puis une deuxième évaluation, c'est médico-infirmier. Donc ça passe à le référent infirmier au départ, en premier lieu, et puis une référence médicale qui s'ajoute. Ce sont les références médicales tout au long du traitement. Ça ne veut pas dire qu'on parfois on ne change pas, hein, donc ça peut arriver de changer. Généralement, on garde. Hmm, Voilà, ces deux personnes jusqu'à la fin du traitement. Le jour de la préparation est faite avec cet infirmier. Donc, nous, on intervient chaque fois qui est nécessaire. C'est nous, en tant que médical, pour regarder le bilan et voir que tout va bien avec le médico-infirmier. Le jour de traitement, c'est médico-infirmier, l'évaluation. On montre déjà la salle avant. La personne a vu la salle et puis on choisit. Ils peuvent choisir entre matelas par terre ou un lit hospitalier. Et on invite à ramener ou amener ses affaires. Parfois, c'est des photos, c'est des images, parfois, c'est euh, des objets personnels. Donc, pour quand même, qu'est-ce que la personne a comme objectif travailler. Donc voilà, il va apporter, il y en a qui apportent des essences, l'huile essentielle, la peau d'odorat. Et nous, on fournit le masque. La sélection de musique, on conseille la musique plutôt neutre, sans voix, ou perceptible, sans mots, pour éviter des interprétations durant le voyage. Hein. Durant l'exposition, les perceptions sont altérées, la personne est dans un état de conscience modifié. Il peut connaître et aimer une certaine musique avec parole, et pendant l'exposition, il entend complètement une autre chose. Donc ça nous est déjà arrivé. Nous aussi, on a des sélections qu'on propose, et puis la personne est libre de choisir ou faire même propre sélection d'entre nous, ce qu'on fournit et ce qu'il a. Et le jour, il vient avec le casque pour écouter de la musique. On motive les patients à garder le masque et les écouteurs pour la musique et pour éviter les stimuli visuels. Et donc, l'infirmier est permanent
en salle tout au long du traitement. D'accord, Donc, et nous, on vient souvent en salle pour voir comment ça se passe. d'accord. Et dans la salle, il y a Deux deux personnes. personnes. Hein. Deux Deux personnes et une personnes infirmière. et une infirmière. Oui. D'accord. Ok. Avec l'infirmière qui connaît en fait les personnes Oui. d'avant pour faire une sorte de. C'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, hein, c'est ça? Oui. Oui, et déjà D'accord. travailler cette alliance avant, parce que c'est l'infirmier qui vont travailler les objectifs thérapeutiques, toutes les questions, le médecin, l'infirmier, le jour même, il revoit encore le même médecin, et aussi ça peut être le psychologue qui le suit, donc il peut. Et le lendemain, on invite fortement les thérapeutes, et de plus en plus, il y a des thérapeutes qui viennent sur place. De plus en plus, il y a des thérapeutes qui se connectent par Teams, voilà. Hmm. Et donc, ils Ouais. assistent. Ça change, ça Hmm. change. D'accord. Parce qu'il y a une implication, ça renforce l'alliance thérapeutique, ça renforce le travail psychothérapeutique. Hmm. Donc en fait, finalement, tout ça, c'est une alliance entre le psychothérapeute qui fait la psychothérapie, vous qui faites la préparation à l'expérience psychédélique et le suivi, et la substance, en fait. C'est une Ouais. sorte de. Voilà, c'est les trois ensemble Ces qui. combos-là. C'est un combo, le combo gagnant. Oui. D'accord, Oui. ok. Et alors, donc en termes de nombre de personnes, en fait, est-ce que vous pouvez dire justement combien de personnes vous traitez par an pour avoir un ordre de grandeur? Hum, Ou c'est peut-être une Par an. information que vous n'avez pas, vous voulez pas communiquer, hein, mais. Si je donne un nombre exact, depuis 2000, plus de 500 personnes étaient traitées. Depuis 2000, vous avez commencé Et 2020, pardon. à 2020, d'accord. Oui, 2020. D'accord. 2020. Ouais, c'est énorme. Hein. Donc, chaque personne, oui, on est à 500. D'accord. 500 quelques, 400 et quelques, 500 et quelques, je pense. Chaque personne finit par faire 2-3. Bien sûr qu'on a des cas qui font beaucoup plus. Ah oui, vous avez des cas qui ont plus de séances. Oui, 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 oui. Vous pouvez Parce aller jusqu'à que combien de séances? nous n'avons pas, on n'a pas établi les limites de combien on peut faire que 5 ou 6, non. Et c'est au cas par cas. On a plusieurs patients avec plusieurs comorbidités. Comme l'exemple que j'ai donné, on a fait 4 traitements. On a des patients pour lesquels on demande une prolongation. On a fini l'année, on demande une prolongation. Parce que c'est comme si j'ai une dépression. Après ma dépression, je ne sais pas quand et comment. Par contre, j'ai eu un parcours de vie traumatique depuis l'enfance, en petite enfance, que j'arrive plus à comprendre à quel moment. J'étais pas conscient de tout ce qui s'est passé. À un moment donné de mon parcours, tout est manifesté. Donc, il y a une anxiété qui s'est surajoutée. Il y a une consommation de substances pour essayer de traiter le mal-être qui s'est ajoutée. Vous voyez, donc là, on a déjà un cas de pathologie, cas diagnostic. Quel est le premier? C'était la dépression qui s'est manifestée. Par contre, quels sont les secondaires? Donc, il y a un PTSD, il y a un trouble anxieux, il y a une addiction. Donc, quel est l'ordre de chacun? On ne le sait pas. On sait simplement dans la globalité ne permet pas à la personne de fonctionner. Et on commence le traitement avec l'objectif de traiter la dépression. OK, il n'y a plus de tristesse. Par contre, j'ai l'anxiété qui est là. OK, on va établir l'objectif pour traiter cette anxiété. Ah, finalement, on ne parle pas d'alcool. Hein. J'étais là simplement pour un soulagement. Non, je ne suis pas addict. On entend ça souvent. Je ne suis pas addict. Je l'utilise comme un traitement. Ah, bah, ça a permis à la personne de comprendre, à final, c'est un problème. OK. Est-ce qu'il a l'objectif thérapeutique de traiter ça maintenant comme un problème? Quelle est abstinence, consommation contrôlée? On l'accompagne. OK, on va traiter ça. Donc, parfois, on traite une et puis ça a permis de tout mettre le reste. On a peu traité la dépression, on a peu traité l'anxiété. Ah, si je ne suis plus anxieux, je n'ai plus besoin de prendre l'alcool. C'est traité.
Donc là, on va que consolider Hmm. en psychothérapie. Donc, voir comment on peut consolider ça successivement. Hmm. Et est-ce que vous avez des cas où une séance suffit? Hum, euh, je ne pense pas. Pas dire qu'une séance. Par contre, on a le cas, deuxième séance, ça suffit. Hmm. On a le cas que la première séance, quasi, on pourra dire que ça suffit, Hmm. par exemple. D'accord. Et alors, en dehors de l'exemple que tu as cité sur la personne qui avait de l'acrophobie, est-ce qu'il y a d'autres exemples en fait que tu aurais en tête, que tu peux citer aussi sur un avant et un après en fait les résultats de votre approche, sans Oui, rentrer dans le détail de tout ce que vous avez fait, mais ouais. plus de dire bah voilà avant voilà la situation et après voilà la situation. Oui, on a une- une- un cas où le deuil, un deuil pathologique, très complexe, et qui post-séance, c'était vécu comme, oui, mon enfant il n'est plus là. Par contre, il s'est manifesté sous forme euh, d'un animal qu'on a toujours, toute la famille Hmm. aime. Et du coup, je le sens, puisque j'ai tatoué cet animal. Et c'est comme si mon enfant est là, est toujours avec moi. Hmm. Et c'est la personne aujourd'hui s'oriente sur autre chose pour qu'il puisse travailler, pour qu'il puisse vivre, puisse ressentir que ça vaut la peine Hmm. de vivre. Hmm. Oui, Ah, c'est beau. oui, c'est beau. Les situations de trauma, cette semaine, on a traité récemment hum, un cas de violence grave, hein, euh, pendant l'enfance et post-séance, j'ai compris exactement qu'est-ce que s'est passé. Je ne me culpabilise plus. Je sais que ce qui s'est passé, ce n'était pas de ma faute. J'étais qu'un enfant. Je ne pouvais pas faire autrement. Et aujourd'hui, je peux regarder ça avec distance. Donc, j'ai encore le mot qui m'a touché énormément, euh, de dire, j'ai encore de temps. Rien n'est terminé, rien n'est figé. J'ai encore de temps, je peux faire des choses. Pour quelqu'un qui était dans un état dépressif, sévère, avec des idées noires, je n'ai pas dit une chose, c'est important que la personne, le moment qu'on l'évalue, qu'on fait le traitement, soit stable, hein. Donc, on ne va pas faire le traitement avec des idées suicidaires, comme ça. Donc, on ne fera pas, on ne rentre pas en matière dans un cas d'instabilité, voilà, que ce soit psychiatriquement parlant. Euh, Toujours, il doit être stable pour pouvoir travailler parce que si la personne finit par se confronter Hmm. avec la situation. Hmm. Donc, il faut aussi une stabilité thymique et des affects pour pouvoir traiter ça. J'ai trouvé, c'était très touchant. J'ai encore de temps. Ouais. Je peux faire beaucoup. Je Hmm. peux faire des choses. Hmm. Donc, Non, c'est fou. Est-ce qu'il y a des cas aussi où ça ne marche pas? Des gens qui, bon, bah finalement, on a essayé et bah ça n'a pas marché. oui, on a eu un cas que post-intégration, post-séance, dans l'intégration, il y a eu beaucoup de pistes thérapeutiques, beaucoup de confrontations avec ses propres difficultés, sa façon de faire. Et durant l'intégration, il y a eu beaucoup de pistes thérapeutiques à mettre en place. Le moment d'évaluation, d'amplification à distance, ah non, ça me demande beaucoup pour travailler. Ça, c'est beaucoup de travail. Je n'ai pas envie de le faire. D'accord. Oui, ça nous est arrivé. Hmm. Et c'est pour cela, c'est pas, on a eu aussi d'autres cas, ça me demande énormément de changer, ça me demande trop d'investissement. Euh, je n'ai pas envie. À maintenant, si la personne n'est pas en capacité, parce qu'il manquait
probablement un travail psychothérapeutique. Mhm. Oui. Ou probablement, je dis probablement parce que je ne sais pas, ce ne sont pas les patients que je suis. Qu'est-ce qui a fait que, voilà, donc la personne, c'est tout simplement drop-out. Voilà, je ne veux plus faire, Mhm. puisque c'était plus confrontant. Mhm. Et c'est pour cela que parfois, c'est compliqué de faire comprendre ça si on n'est pas dans la dynamique de relancer la psychothérapie, de travailler vers notre objectif, notre bien-être. Ça ne vaut pas la peine Mhm. d'essayer, Mhm. puisqu'on est confronté avec plein de choses. Et là, maintenant, peut-être les choses étaient oubliées quelque part. On n'a que des symptômes, hein, des faits. On est triste, on est anxieux. On ne se souvient plus pourquoi ça a commencé. Durant l'exposition, je me confronte pourquoi ça a commencé. Mhm. Et maintenant, il faut que je change. C'est ça. Si je n'ai pas envie, donc j'aurais passé par l'expérience avec cette confrontation. Mhm. Ça devient délétère. Mhm. C'est sûr. C'est vrai que l'expérience peut être, oui, est confrontante en fait, et on peut être confronté à des choses qu'on n'a pas envie de voir. D'ailleurs, c'est bien pour ça que c'est parce qu'on n'a pas envie d'être confronté qu'on va reléguer les souvenirs désagréables et les problèmes dans un coin de notre psyché. Malheureusement, on n'en s'en débarrasse jamais complètement, c'est toujours là. Mais la confrontation, effectivement, peut être difficile, hein. Peut être vraiment très désagréable. Donc, chacun est toujours libre de se dire, bah, oui, j'ai envie d'y aller, de me confronter, ou j'ai pas envie de me confronter. Finalement, c'est normal. Je préfère vivre comme je vis aujourd'hui, sans passer par la case confrontation. Voilà. Et ce que j'entends souvent, on entend souvent ça. Ouais, j'ai vu ça maintenant, c'est pas agréable. Mhm. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Voilà, donc c'est toute une restructuration cognitive, toute une reprise de toutes ces situations-là pour, OK, bout à bout, comment maintenant on va se reconstruire. Mhm. Il faut que la personne soit apte, qui accepte ce challenge, ces difficultés-là, cette mise en place de changement. Bien sûr. Très bien, bah, écoute, super intéressant. Merci beaucoup. Peut-être dans les minutes qui nous restent, est-ce que il y a un livre qui a changé ta vie ou voilà, qui a été marquant pour toi, que tu auras envie de partager avec moi ou avec les personnes qui vont regarder? Euh, il y a beaucoup de livres, mais je vais choisir un livre, puisque c'est un livre, tu as posé hein, comme question. C'est Le Parfum de Patrice Suskind. Suskind, ouais. J'ai pas, j'étais à l'époque, j'étais à l'université à Coimbra. J'ai lu le livre en 2 jours parce que j'arrivais pas à arrêter. C'est un livre aujourd'hui en tant que psychiatre, c'est génial Hmm. parce que on- c'est un livre qui jusqu'à aujourd'hui, ça fait partie de ma vie puisque c'est un livre qui nous permet de voir à quel point notre mental est fort. À quel point, je parle à niveau thérapeutique par exemple, à quel point nos pensées peuvent nous amener à visiter les endroits, à ressentir des choses, et pourtant on est dans notre lit. Donc on peut visiter, on peut parcourir, on peut faire, on peut rigoler, on peut même pleurer, et pourtant là, en ce moment, il n'y a rien qui se passe, on est simplement dans notre lit, en train de lire. Donc c'est ça. Ce livre m'a marqué de ce côté-là, la description et même sentir le parfum, la description qu'il faisait, de voir l'endroit, de ressentir des choses. Ouais, c'est génial. Hmm. Oui, c'est un livre magique. Moi C'est aussi, ça magique, c'est fait partie de mes magique. livres préférés aussi, Ouais, ouais, clairement. ouais. Il y a un côté aussi sur enfin le dépassement des limites, c'est un peu ce que tu dis en fait, qui est vraiment intéressant, même si dans le cas du livre, ça va très loin et les limites, Mhm, on dépasse les limites de la morale et le limite, voilà, c'est même très cruel parfois. mhm, Mais ouais, clairement, c'est ouais. vraiment. Moi, je le voyais, donc il y a les deux côtés, hein, de la cruauté, et le côté cruel, des choses assez désagréables, même voire horribles. En même temps, je peux me centrer de l'autre côté, la description de quelle est l'odeur qui était là. Qu'est-ce qu'il était en train de marcher, en train de
penser en train de faire. Donc, c'est ça. Et on a le choix. À quel moment on se dit, je peux choisir ce Hmm. côté-là. Oh, je me centre. Si je me centre de côté morbide de livre, je ne peux pas profiter de toute la description, la vision des choses, tout ce qui se passait, le parcours, comment c'était cet enfant depuis l'enfance, son parcours de vie, qu'est-ce qui a changé, comment il a grandi. Donc, je ne peux pas. Donc, je pouvais choisir de quel côté me mettre. Hmm. C'est vrai. Ça parle aussi d'ancrage, parce que je me rappelle, cet enfant, il est ancré. Son odorat si fin, il est né du fait qu'à sa naissance, il était dans les pourritures et que les odeurs étaient vraiment terriblement affreuses. Et donc, Oui. ça a développé sans doute cette capacité. Et aussi explorer la perception. Ça, c'est aussi fou de se dire, parce que c'est plausible, en fait, ce qu'il racontait. C'est ça qui est Ouais. étonnant. On se dit, si il a effectivement une perception aussi affûtée, Mhm. ce qu'il raconte est possible, en fait. Il suffit juste d'avoir cette perception-là, ce Ouais. niveau de perception. Et c'est ça qui est effectivement fascinant aussi, de se dire que c'est fou, mais c'est finalement plausible, entre guillemets, si on arrivait à développer ces perceptions de la façon où cette personne les a développées. Ah oui, c'est un livre effectivement incroyable. Et puis effectivement, qui a des répercussions un peu, je dirais presque spirituelles. Mhm. Hein, On a tous les capacités. On a tous la capacité. Il suffit parfois d'aller croiser, d'aller investiguer, d'aller tracer, de dire oui, je suis capable, donc comment je peux me positionner de quel côté. Hmm. Hmm. Clairement. Merci pour ce partage aussi. Et Merci. puis, bah, écoute, pour finir, comment on peut te suivre? Ou comment on peut suivre l'actualité de ton service? Ou toi, en fait, est-ce que tu communiques sur des médias particuliers, que ce soit LinkedIn, Instagram, ou sinon au niveau du service, si c'est pas à ton niveau personnel? Est-ce qu'il y a comment quelqu'un qui s'intéresse au sujet peut suivre ce que vous faites et ce que tu fais toi en particulier? Il peut suivre dans notre site de Addicto, Oug. Donc, il peut suivre notre Donc service, le site, comment tu l'appelles? Addicto, Addicto? Oug. Oug. Oui. D'accord. Il peut suivre à travers ça et voir qu'est-ce qu'on fait, tout notre service. Euh, J'avoue que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est fort en réseaux sociaux, de mettre ni dans mon LinkedIn. Si vous regardez Léonie Furtado, vous n'allez pas voir que j'ai mis qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait. Je suis assez réservée de ce côté-là. Je ne partage pas. Il y a des émissions, donc il y a la télévision belge qui est filmée, il y a l'RTS aussi, qui ont déjà fait beaucoup d'entrevues dans notre service, Mhm. ou dont j'en ai participé. Mhm. L'RTB aussi, Oui, j'ai oui, oui, j'avais participé. vu effectivement un reportage que tu m'as envoyé sur une personne qui souffrait de dépression et qui est passée entre vos mains. Mm. Ça, c'était un reportage de la télévision Belge, belge oui. qu'on peut trouver sur YouTube, Oui, RTB, oui, RTB, oui. si on tape Ouais. psychédélique, Psychédélique, Oug, je- en mon Oug, nom, je voilà, pense que oui, ça apparaît. d'accord. Il y a aussi le RTS, qui est Oui, déjà aussi passé dans notre service à plusieurs reprises. Il y a aussi d'accord, le temps présent aussi. Euh, Par contre, ni Facebook, ni LinkedIn, ni d'accord, tous les réseaux sociaux, je ne partage pas. d'accord, ok, très bien. Non, non, mais c'est parfait, je pense que euh, l'idée c'est juste d'arriver à répondre aux gens qui s'intéressent et qui ont envie d'en Mhm. savoir plus et de comprendre un peu comment. Là, on a eu une entrée, en fait, une entrée en matière. Donc, je pense qu'il y a plein de gens qui auront envie de creuser un petit peu. Ouais, bah, Donc, je voilà, c'est une bonne répondrai façon de si je faire. peux. D'accord, Là, si les gens m'adressent des questions, bien sûr que je répondrai dans les réseaux sociaux s'ils me contactent pour ce fait-là. d'accord, Bien sûr que je répondrai, mais spontanément, je ne suis pas, je partage pas de. Oui. d'accord. Bon, bah écoute, c'est bien. J'ai de la chance de te trouver alors. Ah oui, c'est juste. Oui, c'était voilà, la seule façon parce que autrement, je pense pas. Non, je partage pas. Je n'ai Hmm, rien partagé jusqu'à hmm, aujourd'hui, je pense. d'accord. Bah, alors, écoute, merci beaucoup, du coup, Merci. d'avoir passé du temps à partager tout ça avec moi et avec les personnes que. C'est vrai qu'on touche à un sujet sensible, un sujet tabou, un sujet qui peut faire beaucoup de bien, en fait, qui peut améliorer la vie de personnes en souffrance dans des proportions qui sont assez folles. Donc c'est super, c'est magnifique de pouvoir en parler, de pouvoir éveiller la connaissance des personnes sur le sujet. Donc merci beaucoup pour tout ça.
Léonis. Et puis, bah, écoute, à bientôt, j'espère. Merci, à bientôt. Merci à toi.